Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois un invité qui est issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour vos projets résidentiels, commerciaux et institutionnels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Watts, qui est un agent manufacturier, en plomberie. Donc, pour des drains, des PRV, des supports, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont représentés par Lajoie, ainsi que Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Tout d'abord, cette semaine, on a eu Mario Desroches du CIUS des Laurentides ainsi que Alexandre Blain de GBI et Pierre-Samuel Baudouin de GBI qui sont venus nous parler de leur nouveau projet, une unité mobile de stérilisation qu'ils ont fait récemment. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour messieurs, deuxième épisode du projet stérilisation mobile. Évidemment, quand ça va être diffusé, ça va être connu. Vous avez gagné le prix Génie. Je sais pas comment il s'appelle, là, mais c'est Grand Prix Génie Bâtiment. Oui, exact. On a 2 prix qu'on a gagnés. Donc, présentement, avec l'Association des firmes de génie conseil du Québec, on a gagné le prix dans la catégorie mécanique-électricité. Avec le projet qu'on parle présentement de l'unité de stérilisation mobile. Aussi au niveau canadien, qui est un format un peu différent où tous les projets sont mis ensemble en compétition, si on veut, et les projets principaux. Les meilleurs de chacune des provinces et milieux. Viennent remporter les lauréats, mais c'est pas... plusieurs projets en mécanique peuvent être lauréats versus un seul au Québec. Donc c'est ça, on est vraiment, vraiment content de cette distinction. Félicitations pour de vrai. Un projet du Québec, parce que souvent, qui sort du lot. Puis, des fois, aller en innovation, c'est un risque. Là. Puis, l'autre chose, je connais pas ceux au niveau canadien, mais au niveau québécois, là, je sais pas si vous étiez au courant contre qui vous battiez, là, mais il y avait des gros projets. Je vais essayer de pas trop nommer les firmes de génie. Mais regarde, il y avait le projet Humanity, au centre-ville, bâtiment de condo, très, très, très innovateur. Après ça, il y avait le centre de glace. Je les ai marqués parce que j'y connais, j'ai été impliqué dessus, mais j'ai pas... Fait qu'il y a eu le centre de glace à Québec. Gros projet, beaucoup de REF, beaucoup de récupération d'énergie, vraiment. Ils se démarquaient beaucoup dans ça. Centre sportif Girardin. Il y avait la maison Louis Véro pour Non, c'est ça, c'est la maison pour les adultes autistes. Ah, OK. C'est le nouveau concept. On va venir justement au micro en parler de ça. Il y a le centre de recherche cerveau, puis qui est très, très... c'est le meilleur, toutes les technologies, toute l'innovation, eux autres, go, vas-y. Puis il y avait le complexe des sciences de l'Université de Montréal, l'agrandissement. Fait il y a de quoi être fier. Là. Je sais pas si vous savez. Là, je nomme. Je t'ai dit, Pierre-Sam, je nommerais pas les. Il n'y a pas de petits joueurs là-dedans. Là. C'est les il y a des gros consortiums, des grosses firmes multinationales qu'on connaît tous. Là. Mais ce qui est beau là-dedans, avant même de parler de la victoire de notre projet, c'est le travail que l'Association des firmes de génie fait pour faire rayonner l'innovation puis le développement que nous autres, les ingénieurs, ont fait. C'est souvent un travail dans l'ombre qu'on est. C'est des belles photos d'architecture qui gagnent des concours, mais nous autres, la réflexion qui est en arrière, c'est le fun de la mettre en valeur. Puis, je suis content que tu parles des autres projets parce que quand on arrive là au Grand Prix, c'est pas une compétition Oui, les projets sont en compétition, mais il y a une belle fraternité dans le domaine. Puis, je suis content que l'ingénierie en général rayonne. Ce qui me rend fier aussi pour nous autres, l'équipe qu'on est là aujourd'hui, tu as parlé de multinationales, de projets d'une couple de centaines de millions, des projets de plusieurs milliers de pieds carrés. Le jury a vu l'innovation dans notre projet. On parle d'un projet de 1600 pieds carrés d'à peu près 5-6 millions de coûts de travaux. Contre des projets il y en a qui valent des milliards là-dedans. Humanity, moi je connais le montant. Là. C'est un projet privé. C'est sûr que je n'irai pas dans le détail, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de millions de dollars. Exact.
Mais l'ingénierie, ce qui est le fun, c'est que peu importe la taille d'un projet ou la taille d'une firme, mais c'est l'innovation qui est en arrière de ça. Puis c'est là qu'on a un plus-value intéressant avec ce genre de projet-là qu'on fait, qu'on aime faire. Mais aussi comme taille de firme, il y a des joueurs majeurs là-dedans qui sont jusqu'à 70 000 employés dans le monde. Nous autres, on est quand même une des grandes firmes au Québec à 400 personnes environ. On se garde dans une marge où on n'est pas dans les petites firmes, on n'est pas dans les multinationales non plus, mais on a un nombre intéressant qui fait qu'on a toutes les disciplines du génie. Que ce soit l'environnement, structure, mécanique qu'on parle aujourd'hui, gestion de projet. On fait vraiment la palette complète des services, mais à une taille intéressante qui permet que le monde qui sont impliqués ces projets, c'est aussi eux qui prennent les décisions puis qui décident de venir faire de l'innovation dans des projets, peu importe la taille, puis qui nous poussent à toujours innover. Oui, mais tu parles de la grosseur des firmes. Moi, j'ai appris une fois dans la vie, c'est que c'est pas combien qu'on est, mais d'avoir, t'en as parlé tantôt, Mario, mais d'avoir les bons joueurs. Quand tu fais un projet, puis tu as les bons joueurs alentour de la table, tu n'as pas de bois mort. Là. Non. T'aurais beau être 15, t'aurais beau être 70 000, il faut que tu aies les bonnes personnes. Puis ça, dans des projets comme celui-là, si tu n'as pas les bonnes personnes, tu as 2-3 récalcitrants, tu as du monde qui n'embarque pas, ça peut mal aller. Là. Dans ce genre de projet-là, si tu as juste un intervenant qui ne va pas dans le même sens que le reste de l'équipe, c'est impossible que le projet fasse disparaître un succès. Là. Il faut réagir à ce moment-là. Ouais. Puis mieux expliquer le projet, je pense que ça, exact. c'est la base habituellement. Puis réexpliquer aux besoins. Et finalement, si on n'a pas le bon joueur absolument, il y a d'autres joueurs aussi. Dans des projets là, comme celui-là, c'est un projet public. Là. Quand il y a des intérêts, mettons, privés dans ça, c'est un peu facile d'arriver des bons joueurs puis d'aller là. Mais tu sais, JB est reconnu spécialiste dans le milieu de la santé. Tout le monde peut dormir tranquille. Là. Quand JB est là, je dis pas que les autres firmes sont pas bons, mais vous avez une réputation qui est connue. Mais c'est ce genre de joueur-là qu'il faut. Puis dans un projet comme celui-là, autant au niveau ingénierie, parce qu'on a beau faire des super beaux plans, là, t'as un contracteur, t'as du monde qui embarque pas. Parce que ça va bien plus loin que juste les professionnels. C'est tous les intervenants, les gars qui construisent. Il y a eu quoi, 40 corps de métier sur ce projet-là? 40, c'est beaucoup, mais oui, il y a eu la plupart des corps de métier, étant donné la quantité de réseaux qu'on avait, ça prenait des bons entrepreneurs. Tout à fait. Puis là, tu travailles toujours, les gars, vous savez, 1500 pieds carrés. Là. Oui, c'est ça. Hey, c'est minuscule pour tout ça. Quand on parlerait du coût au pied carré, là, ça fait beaucoup. Il y avait beaucoup de réseaux. Là, oui. Par contre, le business case, tu l'as dit, on était à 16 millions, plus toutes les interventions à faire sur le bâtiment existant. Tu sais que même par moment, ça pouvait pas arriver. Là. C'est une question de coordination, d'avoir des bons échéanciers, les bonnes choses aux bonnes places, beaucoup de rigueur dans le suivi des échéanciers, puis de l'avoir bien pensé, bien coordonné à la base. Et autrement dit, il faut écrire un bon plan de match, puis il faut se faire confiance que le plan de match est bon, puis après ça, on le réalise. Puis il faut le suivre. Là. Tout à fait. Il faut le suivre. Pensez-vous, les gars, on en a parlé, puis ensemble, c'est ce genre de projet-là, il ne devrait pas en avoir plus au Québec. Je pense que oui, mais ça prend à la base des clients avec une vision puis qui sont prêts à prendre le risque de faire les choses différemment. Puis c'est là qu'on vient pouvoir innover. Puis c'est pour ça qu'on est content de travailler avec le 6 des Laurentides. C'est vraiment de sortir du carcan habituel puis de voir comment on peut être un partenaire d'innovation. Puis de plus en plus, les modes d'octroi pour les professionnels, ça y va avec la qualité avant d'y aller avec le prix. Puis le décret gouvernemental est en train d'être modifié pour pouvoir nous payer de façon juste et de nous permettre d'innover ces projets. Donc, d'après moi, il va en avoir de plus en plus. Je rencontre l'ordre dans quelques semaines.
pour justement discuter de ça. Ben, je pense qu'on est sur la bonne voie, honnêtement. Puis les ingénieurs, on a eu nos périodes moins le fun où pratiquer, c'était pas intéressant. Mais là, de plus en plus, on est revu par les clients puis par la société en général comme des partenaires. Puis tout ce qui est décarbonation, faut qu'on soit partie prenante de ça. Puis on fait partie de la solution, puis les clients le voient de plus en plus. Fait que ça commence à être le fun là, de faire notre job. Mais en parlant justement de développement durable, décarbonisation, un projet comme ça, je sais que tu es énormément impliqué au niveau des CIUS de Laurentides. Le développement durable fait partie intégrante, mais ça, c'est une belle preuve. Tu loues le temps de s'en venir, tout le temporaire que tu prends, que tu jettes. Tout à fait. On parle souvent d'argent, mais juste l'impact environnemental d'un projet comme celui-là, c'est super important. Ah, tout à fait. On ne peut pas être bien plus vert que de réutiliser. Exact. Puis là, on réutilise une deuxième fois pour plusieurs années et l'équipement va être encore bon après. Donc, soit ailleurs à l'intérieur du CIUS de Laurentides ou ailleurs dans le réseau de la santé pourra être servi. Sinon, à la limite, on peut récupérer les équipements probants à l'intérieur et les réutiliser comme tels. À l'intérieur. Fait que là, il y aurait juste la coquille qui pourrait servir à autre chose. Qui pourrait servir à autre chose. Mais là, mets-les pas tout de suite en vente sur Marketplace. Là. On a besoin encore. Moi, je suis dans les Laurentides, fait que j'ai besoin que ça se promène. C'est mon secteur, je veux que tu gardes ça là. Mais pour ajouter là-dessus aussi, là, le projet le plus vert qu'on peut faire, c'est celui que tu construis pas. Ouais. Fait qu'en le construisant une fois, en le réutilisant, c'est là que le développement durable vient vraiment te prendre une coche de plus. Puis dans le développement durable, il y a aussi tout le volet économique que tu dis qu'on a parlé un peu au début, mais l'argent qui reste au Québec puis qui est investi ici avec des entrepreneurs d'ici, c'est bien plus avantageux qu'envoyer 16 millions aux États-Unis où tu ne crées pas d'emploi local, tu ne crées pas de valeur ici sur place. Donc, ça vient vraiment prendre tout l'ensemble du développement durable, ce genre de projet-là. Oui, c'est juste le transport des travailleurs du Québec qui sont là avec des achats. Puis en région aussi, là, à Mont-Laurier, c'est un entrepreneur de Mont-Laurier qui a fait la construction de la stérilisation mobile, qu'après ça, on fait juste la réinstaller à Saint-Jérôme. Fait que ça vient mousser l'économie circulaire. L'économie circulaire, mais locale aussi. Je trouve ça tout important, moi, de nommer les joueurs. Mécanique Norterme ont vraiment travaillé fort sur le projet. Ils ont collaboré avec nous du début jusqu'à la fin. Ça a facilité la qualité du travail qui s'est fait là-bas. Bon, il y a tout le temps des petites déficiences, là, mais tu sais, ça s'est vraiment bien passé. Puis on a vraiment eu un joueur collaborateur dans le plombier. Puis c'était important parce que le réseau de vapeur, c'était lui. Le réseau d'eau pure, c'était lui. C'était vraiment compliqué aussi parce que l'échéancier faisait en sorte qu'on a dû avoir beaucoup de précommandes. On n'était même pas aujourd'hui là, avec des délais de livraison qui sont rendus très importants. On était avant la pandémie quand s'est fait ce projet-là. Mais malgré ça, comme le projet était tellement innovant qu'on devait faire une ingénierie qu'on n'avait jamais faite, un prototype qu'on n'avait jamais fait, on voulait se laisser le maximum de temps pour pouvoir faire l'ingénierie. Fait qu'on a sorti les gros matériaux, les gros équipements. Dès le début, on s'est dit, regarde, ça c'est facile. Une centrale d'instrumentation, si c'était dans un bâtiment, je sais comment je la ferais. Fait qu'elle, on l'achète. L'unité de ventilation, bon, on s'est parlé, on a fait... Puis là, on s'est dit, OK, c'est celle-là, on fait un appel d'offres. Fait qu'on a lancé des appels d'offres dès le début pour des réseaux, pour des équipements qui allaient être long délai de livraison, puis qu'on était capable de faire l'ingénierie facilement. Qu'on était capable de faire l'ingénierie parce que c'était moins innovant. Puis la partie novatrice du projet, on s'est gardé le maximum de temps. Mais ça aussi, ça complexifiait les choses au chantier pour l'entrepreneur. Là, c'est plus lui qui fournit l'équipement. Là. L'équipement, il est fourni par l'établissement. Là. Un entrepreneur en ventilation, tu lui donnes l'unité de ventilation, il aime pas ça tant que ça. Il aurait aimé ça l'acheter lui-même, puis savoir c'est quoi, puis avoir son mot à dire. Puis... Fait que ça aussi, ça prenait les bonnes personnes à être capables d'accepter de le faire. Là. Mais, tu sais, Alex, tu vois ça comme... Ouais, mais on les achète d'avance. Parce que, c'est comme ça qu'on le fait, tu sais. Mais... Tu sais, ça rajoute aussi la complexité que t'as plus le droit de changer d'idée. Là. Exact. Faut que vite... parce que je sais, toi, depuis le temps qu'on se connaît, une fois que t'as pris une décision, bon, c'est beau, c'est réglé, mais l'idée, c'est qu'il faut que tu vives avec la décision que t'as prise. Puis
dans un projet en innovation comme celui-là, je ne dis pas que tu peux du simple au double, les capacités, les choses, mais il y a quand même une complexité de dire, OK, on fait ça, puis là, attends un peu, là. On a assez de données pour l'arrêter. On a assez de données pour dire c'est celle-là qu'on achète, mais elle va avoir juste assez de marge de manœuvre. C'est effectivement... Mais c'est aussi aidant. Parce que le fait de faire des pré-achats, c'est vrai que d'un côté, il y a deux côtés de médaille. Hein. Ouais. Il y a le côté qu'après ça, on est pris avec, on ne peut plus bouger. Par contre, il y a l'avantage que la décision est prise. La décision est prise, ça va être ça. Tandis que si on allait en appel d'offres public, un coup que tout est designé, dans un bâtiment, l'équipement va être un peu plus gros, un peu plus haut, les dimensions changent un peu, va être différent, travaille différemment. Dans l'espace restreint qu'on avait, on ne pouvait pas se permettre ça. Donc, d'avoir des décisions qui sont arrêtées avec des dimensions précises, ça devenait... ça facilitait. Ça devenait essentiel. Mais peut-être faire du pouce là-dessus, là. On l'a vécu même. Certains équipements qui avaient été commandés plus tard par le GBM parce que la réalité faisait que c'était plus long de faire l'appel d'offres des stérilisateurs et des laveurs. Ben nous, on a travaillé, tu sais, c'est des équipements tellement spécialisés. On a bien beau dire ces deux équipements-là sont équivalents. Oui, ils sont équivalents, mais le branchement n'est pas exactement au même endroit avec la même dimension. Là. Il n'est pas identique. Il est équivalent. Fait que nous, à un moment donné, on est arrivé à un point de la conception où on s'est dit, là, on va prendre un des stérilisateurs qui peuvent arriver en appel d'offres. L'établissement est encore en train de travailler là-dessus à cause des échéanciers. Mais finalement, on n'a pas été chanceux. Dans plusieurs des cas, c'était l'autre modèle qui a été retenu parce qu'il était moins dispendieux et il était effectivement équivalent. Complexe. Fallait en prendre un, là, tu sais. Mais là, l'installation était commencée. Fait que vite, il a fallu dire, OK, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'on fait? Aller sur le site. Comment qu'on garde ça mobile? Mais comment qu'on fait un changement comme ça alors que le chantier est commencé? Même si c'est des capacités semblables, tu sais, qui sont pas identiques, ça l'a... On parlait de l'électricité, tu sais, que tu fais. C'est simple, tu raccordes. Attends un peu, là. Ouais, mais c'est plus ça en appairage. Tu prends un breaker de plus, si tu prends un breaker de moins, on vit bien, là, ça arrive jamais. Là. Tous ces petits changements-là, le raccord le voltage mais c'est ça. Le voltage, il faut que tu rentres un transfo là, de plus. La grosseur des câbles était différente. C'est des choses comme ça qui... Ça c'est resté... fallait rester agile même au chantier puis avoir une bonne présence au chantier. Encore là, Louis, là, que je parlais tantôt, qui a travaillé avec, on a fait une belle équipe là-dessus où il y avait tout le temps quelqu'un qui était capable de répondre rapidement. Là-bas, l'établissement aussi avait deux chargés de projet, entre guillemets. Il y avait Mathieu Saint-Denis qui était sur le site, François Beauregard qui était plus à Saint-Jérôme, mais qui avait un peu pensé le concept avec nous, plus Mario qui était là. Fait qu'on avait tout le temps des gens, on avait beaucoup de liens de communication en parallèle qui faisaient qu'on était capable de répondre rapidement. Puis ça, moi, j'ai vraiment aimé ça parce que, tu sais, des fois, il faut que tu répondes. Puis un des défis qu'on a dans le génie, c'est... On aime ça quand nos clients suivent, parce qu'on se fait souvent appeler et dire « Hey, c'est pressant. » Notre client aussi, il est occupé, puis là, des fois, tu te presses. Mais là, c'était le fun là-bas parce qu'on avait un client qui avait ça en priorité, qui nous répondait vite, qui avait plus qu'un lien de communication, puis nous aussi. Fait que ça, c'est motivant quand tu dis « OK, je vais travailler rapidement, mais je vais avoir une réponse rapidement de l'autre côté. » Puis plus qu'une voix pour l'obtenir. Moi, c'est ce qui me motivait là, dans le projet. Quand il arrive justement des changements comme ça, t'sais, normalement, là, je le regarde, là, je sais plus combien de projets publics, là, monte ça. Le sous-traitant monte ça, envoie ça au général. Le général envoie ça au client. Le client envoie ça à son professionnel. Là, le professionnel, mettons, des fois, c'est l'architecte qui gère le projet. L'architecte leur split aux différentes disciplines. Puis là, on en remonte tout ça. Je sais pas si vous savez, là, mais juste en parler, puis faire le chemin pour revenir, pour dire « go », dans plein de projets, mettons, quand ça va bien. Puis des fois, il y a beaucoup de back and forth pour la même chose. Non, c'est ça que je te dis, Mario. Quand ça va bien, c'est une affaire de 2 semaines et demie, 3 semaines. Vous autres, vous ne pouviez pas. On a fait beaucoup plus rapidement que ça. Mais au moins, il y avait des voies, il y avait des bypass dans ces voies-là. On n'avait pas le choix. C'est ça. Mais ça permettait d'être agile, puis de répondre rapidement, puis de... Mais tu sais, dans les apprentissages d'un projet comme celui-là, tu sais, moi, c'est pour ça que ce projet-là, il m'impressionne. Parce que vous aviez le côté innovation, le côté rapidité d'exécution. Tu sais, un moment donné, il fallait la livrer pour que l'autre projet puisse prendre forme, puis on ne pouvait pas arrêter. Après ça, il y a eu des changements.
pourquoi les autres projets dans le milieu public, on ne réussit pas à faire ça? Parce qu'on a rassemblé, là, les gars, là, sur ce projet-là, là, toutes les affaires les plus complexes et critiques. Pas de temps, pas de délai d'échéancier, tu peux pas. Puis ça a fonctionné, les gars. Je sais pas si tu veux. Mais j'ai peut-être juste un élément de réponse. Puis, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le projet, là, c'est qu'on a sorti un des plus gros enjeux dans les hôpitaux, c'est de travailler dans l'hôpital, en mode occupé. L'intelligence de ce projet-là, c'est de dire hey, on n'est pas dans l'hôpital. C'est ça qu'il faut qu'on regarde comme en mémoire de ce qui a fait la réussite de ce projet-là. On a sorti, on n'avait pas de relevé en tentait pas ou presque pas parce que nos raccords c'était dans des salles mécaniques. On a sorti un des gros enjeux dans un hôpital qui fait que nos projets ont de la difficulté, c'est que les relevés, on pouvait pas les faire. On avait juste une tuile qu'on pouvait sortir. On n'entendait pas, on était dans un milieu stérile. On n'avait pas toutes les données. Là, on était comme un nouveau bâtiment. On était séparés à l'extérieur du bâtiment. On avait tout le know-how. Puis, on parle de changement, là, mais c'est un changement là, qu'il y a eu sur le modèle qui est arrivé sur le temps. Mais il n'y a pas eu beaucoup de changements dans le projet parce qu'en fait, on avait les connaissances, on était dans un bâtiment séparé, puis on s'est juste branché à l'intérieur des salles mécaniques qu'on connaissait. Puis moi, je pense que c'est un des éléments novateurs, mais qu'on doit garder en mémoire, qu'on doit retenir de ce projet-là. Oui. Je pense que l'idée générale, ça va dans ce sens-là, évidemment, la clé principale du succès, c'est l'équipe en place. Ça va de soi. Après ça, c'est un projet complexe, avec beaucoup de variables, et l'idée de faire beaucoup de pré-achats vient peut-être fixer les choses, puis justement, ça vient régler des variables, ça enlève des variables, pour qu'il y en ait le moins possible de variables qui peuvent varier, justement. De fixer les choses le plus rapidement possible et de façon définitive. Ça fait partie aussi des apprentissages, parce qu'on, comme on le disait tantôt, là, ça fait du back and forth, puis ça rentre pas, puis les dimensions changent, ils peuvent pas un coup que le scie est là. Oui, puis on parle de ces projets-là, mais Marie, te connaissant, tu dois avoir des noms dans des projets que tu fais « Ah ouais, ça se passait de même, c'était un cauchemar. » Mais on devrait, j'ose espérer que les autres CIUS, les autres CIS viennent voir comment vous avez fait ça. Parce que là, vous êtes... On avait fait déjà une conférence sur celui-là avec les fameuses tentes... temporaire permanent. Là, à Saint-Jérôme. Saint-Eustache et Saint-Jérôme, qui a été un success story aussi dans une rapidité. Puis je vois qu'il y a beaucoup de ces projets-là. Je ne dis pas que vous faites 100% des projets d'innovation, là, mais les autres CIS en fait, mais j'espère qu'il y en a qui ont pris des notes parce que ça devrait être l'enjeu. Une unité de stérilisation, là, il y en a dans tous les hôpitaux. Ouais. Puis si toi, tu connaissais le gars aux États-Unis qui louait les roulottes, c'est à cause qu'on en a déjà loué des roulottes. Là. Fait que ce genre de projet-là devrait être dans tout... En tout cas, dans la majorité, il devrait avoir des unités mobiles comme celui-là. Ça peut être utile à l'occasion. Ça peut être très utile, effectivement. Parce que ça enlève un gros stress, là. Tout à fait. Juste de dire, on renipe l'autre salle ou un changement mineur, par contre, qui fait que l'unité ne pourra pas être utilisée pendant plusieurs jours, ça devrait... Ça enlève un peu de stress au niveau de l'échéancier. C'est sûr que le fait de contrôler notre prestation, notre game à l'interne, vient faciliter énormément les choses. Parce qu'on peut mieux la coordonner et s'assurer que tout va rentrer en collaboration, effectivement, avec les équipes du clinique aussi. Parce que tout ça, c'est pas juste de coordonner de la construction, c'est de coordonner aussi les services. Donc, de s'assurer qu'en bout de ligne, tout arrive au bon moment, à bonne place. C'est un atterrissage. Ouais. Mais il y a un des enjeux qu'il y a, il y a tellement de projets qui se font présentement, puis il y a tellement de beaux projets, mais c'est les initiatives comme tu fais ici, d'en parler de ces projets-là, de parler de ce qui a bien été, c'est dur. Puis quand tu disais, tu présentais les autres projets qui ont été présentés au Grand Prix, je suis content qu'on en parle. C'est là, comme société, qu'on évolue. Là. Si personne sait qu'on l'a fait, ce projet-là, il n'y a personne qui va penser à le refaire, puis il n'y a personne qui va se dire, moi, j'ai peut-être appris, on va à des journées de formation. Si tu retiens une phrase de ta journée, tu sors grandi quand même. Fait que si quelqu'un qui a un projet qui n'a pas en tout rapport là-dedans, mais qui nous entend parler
d'un petit sujet, puis il dit, moi, je vais l'appliquer à mon projet. C'est de même qu'on va faire des meilleurs projets tout le monde ensemble. Ouais, ben, tu sais, c'est en s'inspirant des autres que tu vas évoluer, puis tu vas vouloir être, j'aime jamais dire meilleur, mais que tu vas stepper up dans des projets, là. Ouais, ça prenait beaucoup de courage pour faire ce projet-là, mais il fallait que quelqu'un ait l'idée. On espère que quelqu'un va l'avoir ailleurs. Dans un hôpital, là, il y a plein d'autres endroits névralgiques que tu as besoin de garder en fonction en tout temps. T'sais. Comme quoi, Alex? Ben, Mario va avoir des exemples aussi, mais tu sais que moi, je vois bien là-dedans. Je sais que dans un hôpital, il doit toujours, par exemple, avoir un CT scan ou un scan pour que si quelqu'un arrive avec une fracture, il doit y aller. Mais pourquoi le scan ne serait pas dans une unité mobile quand on vient le réaménager? C'est tout le temps compliqué de réaménager ces espaces-là parce que là, tu dois en faire un à côté, tu dois toujours en avoir un en fonction. Tu sais, dans l'hôpital, il y a plusieurs chemins d'accès qui doivent toujours être là 24 heures sur 24, mais qui pourraient être faits à l'externe plus facilement. On a eu des niveaux de qualité d'air très intéressants. Fait qu'on sait qu'on est capable de mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Un autre équipement, puis ça, il n'y en a pas dans tous les hôpitaux, en tout cas d'après moi, mais de plus en plus, des IRM. Tu sais, des IRM, on en a dans des gros hôpitaux à Montréal, mais c'est toujours compliqué à cause des vents cryogéniques. Tu sais, c'est un exemple. Ah ouais. Les vents qui évacuent l'hélium dans un IRM, l'hélium circule à environ 4 degrés Kelvin, là, moins 269 degrés Celsius. C'est extrêmement froid. Puis si on se rappelle notre règle des gaz rares, là, PV égale nRT, ben, le volume augmente rapidement quand on passe de 4 à 298 degrés Celsius. Moi, j'aime ça me rappeler cette règle-là. Fait que c'est fait presque une explosion, tu sais, mais cette explosion-là, on doit la gérer. Fait que quand on vient remplacer un IRM qui est bon pour environ 10 ans, là, un IRM, c'est tellement un équipement sophistiqué, ben quand on vient le remplacer, souvent cet évent cryogénique-là, ben là, il y a comme toute une logistique. C'est compliqué parce que là, il faut que tu le gardes en fonction quand l'autre IRM est là, mais le nouveau que tu veux passer peut pas être au même endroit parce que il y a des normes de sécurité. Tu veux pas avoir cet air-là qui peut t'asphyxier, mais qui peut te geler aussi dans le visage quand tu fais les travaux juste à côté. Mais ça, je pense que ça serait le type d'équipement qui serait des belles opportunités de faire à l'extérieur du bâtiment, mobile, pour remplacer, parce que dans les CIS, sont toujours en train de remplacer ces équipements-là. C'est bon pour 10 ans, tu sais, ou sont en train de les upgrader. Fait que, donc, c'est tout le temps. Quand on a 6 hôpitaux? 5. 5, bien, à 5 hôpitaux, t'en fais un ou 2 ans, là, tu sais. Et c'est un exemple, on pourrait appliquer ça à peu près à n'importe quel autre type d'équipement. Oui, dès qu'il y a un équipement critique. Dès qu'il y a un équipement critique, parce que faire un URDM, comme on a fait là, mobile, c'est probablement dans les plus compliqués. Aussi compliqué, ça serait un bloc opératoire. Oui, bien c'est ça, c'est exactement là que j'allais te demander. C'est pratique, mais on peut, à partir du moment que l'idée générale de faire des morceaux de Lego comme ça et des assemblés est lancée, puis qu'on l'a mis en application, on pourrait le faire avec pratiquement n'importe quoi, là. J'ose espérer que ça en fait réfléchir quelques-uns parce que, tu sais, moi, je vois tout le temps, tu sais, des salles d'opération privées rentrer là-dedans, des IRM privés. Il y a beaucoup de privés qui tournent dans les alentours des hôpitaux. Puis, ces business-là privés qui fonctionnent temps plein, là, puis ils font de l'argent, là. Je vous dis, on n'est pas à se plaindre. Fait que des unités mobiles comme ça qui passent d'un hôpital à l'autre qui va permettre de, justement, comme tu dis, une flexibilité au niveau des travaux. Mais c'est pas juste la flexibilité au niveau des travaux. À Saint-Jérôme, c'est aussi une augmentation de la capacité. Ça a les deux fonctions, tu sais. Parce que oui, on peut faire des travaux à Saint-Jérôme, mais on va refaire aussi la stérilisation centrale. Mais l'objectif, c'était aussi d'augmenter la capacité en attendant du projet parce que la démographie des Laurentides n'arrête pas d'augmenter. Puis là, il y a un besoin qui doit être complet en stérilisation. Fait effectivement, tu sais, de l'avoir mobile, on dit, OK, ben là, à cause de la logistique d'un projet qui s'en vient, il manquerait un IRM à Saint-Eustache, bien là, on envoie notre IRM mobile là. Là, on ajoute un IRM à Saint-Eustache. Parfait, ils n'ont plus le besoin. Bien là, après ça, on l'envoie à Mont-Laurier ou pourquoi pas dans un autre CIS, là, à Montréal ou à Joliette, peu importe. Là, tout à fait. C'est tout à fait pensable. Et évidemment, d'un prototype à l'autre, comme tout prototype, la prochaine version sera encore plus élaborée. Exact. C'était quoi le plus gros défi que vous avez vu dans ce projet-là? Tu sais, s'il y avait une chose à dire, ça, là,
c'était notre plus gros challenge. T'sais, autant, puis ce que j'aime, c'est, vous êtes 3 joueurs à différents niveaux dans ça. Mettons, on parle juste au niveau logistique. Là. C'est quoi ton plus gros défi? Au niveau logistique, de rentrer dans les délais, d'une part, parce que le fait de venir installer là, ça sur un site, bien, ça crée il y a beaucoup de coordination qui est nécessaire, que ce soit ne serait-ce que pour les cases de stationnement qu'on enlève, ça allait tout simple, mais on manque déjà d'espace. Donc, la coordination générale, c'est déjà un défi. Moi, ce qui m'intriguait le plus, c'était de voir de quelle façon on va parvenir à faire nos blocs Lego que tous se branchent et puissent se débrancher. Puis que j'ai bien relevé avec brio. Oui, merci. Merci. Effectivement, pour nous, c'était un des défis, c'était le branchement puis le débranchement. Mais aussi la façon de se raccorder à des établissements qui sont différents, qui n'ont pas nécessairement les mêmes éléments. Un exemple, là, en régulation automatique, normalement, on aime ça avoir un système centralisé. Puis là, on se disait, OK, comment qu'on fait? Nous, on veut être flexible d'un hôpital à l'autre. Comment? Puis là, on n'arrêtait pas de parler de communication, comment qu'on fait BACnet, mais on est revenu à base. On a rencontré avec les gens du SFIM. C'est quoi vos vrais besoins? C'est quoi l'idée qu'on a? Dans le fond, il n'y avait pas besoin d'avoir toutes les données centrales, mais ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'il faudrait qu'il y aille. Fait que là, finalement, on est revenu à la base. On dit, regarde, qu'est-ce qui communique avec tout le monde? Un fil électrique qui dit oui ou non. Ça fonctionne tout le temps. Du binaire, ça marche tout le temps. Ça a tout le temps bien été, puis ça va continuer de bien aller. Mais ça, de revenir à la base, des fois, on est tellement parti avec notre communication en 2022, mais là, finalement, c'était pas ça les besoins. Puis en alarme incendie, c'est un peu la même chose. Pourquoi pas faire une partie en conventionnel qui fait juste avoir un raccord oui-non? Fait que ces idées-là, pour nous, c'était de reprendre un pas de recul puis d'enlever nos biais qui sont normalement positifs, de dire en 2022, c'est comme ça qu'on fait de l'ingénierie, puis de dire mais pourquoi on fait ça de cette façon-là? C'est quoi le plus-value de l'établissement? Puis où est-ce que là, on s'en va dans ce projet-là, qu'on veut mobile puis qu'on veut flexible d'un établissement à l'autre. On veut pas arriver à chaque fois qu'on change d'hôpital de tout démolir parce que là, c'est plus le même langage de programmation, puis revenir, puis peut-être que ce langage-là n'existera même plus dans 10 ans, là, on ne sait pas, il y a des choses qui changent. Fait que c'était un petit peu ça, nous, le défi, c'est de dire, OK, on veut rester flexible d'un site à l'autre, on veut être flexible dans le temps, on veut pas que ça soit trop... on veut pas que ça devienne désuet dans 10 ans. C'est sûr qu'éventuellement, tout devient désuet, mais moi, c'était un petit peu ça le défi que j'ai aimé dans le projet. Mais c'est une belle leçon, ça. Des fois, on part avec... On part trop loin. Oui, c'est ça. On part avec, c'est ça, les standards. Oui. Puis pourtant, il n'y a aucune norme, il n'y a aucune... vous n'avez pas été en bas des normes. Là, non. C'est juste vous avez ramené ça en disant il y a des points. Justement, aussi simple de dire que il y a un problème, il y a un panneau de contrôle déjà là, qui contrôle chaque équipement. Ça va te donner un signal de dire va le voir, on a un problème. Puis et pourtant, on devrait reprendre ça dans plusieurs projets. Là. Souvent, un peu comme Alexandre a très bien énoncé, il y a un cadre de conception qu'on s'habitue. Puis à un moment donné, dans des projets d'innovation, il faut être capable de faire abstraction du cadre puis penser en dehors du cadre. Puis des fois, la simplicité donne la flexibilité. Ouais. Pour être capable de venir s'ajuster puis en dehors du cadre habituel. C'est puis sûr, je pense Mario, que ce projet-là, ça va être la take. C'est sûr, c'est comme ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Keep it simple. Là. Tout le projet dans son ensemble, c'est de penser en dehors du cadre. Parce qu'on ne fait pas ça dans une mobile habituellement. Là. On fait ça de façon permanente. Donc, en partant, il fallait déjà faire abstraction d'à peu près tout. Puis on pense en dehors du cadre. Comment est-ce qu'on fait? Ça n'existe pas, on le sait. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Puis de garder ça avec des mettre les meilleures idées, puis de se challenger, puis avance-recule un peu. Finalement, les choses ont pris leur place, puis un nouveau cadre. Oui, juste les techniciens en bâtiment, que je n'ai pas mon cellulaire avec moi, mais que normalement, maintenant, on a ça live. Là, on est capable de savoir chaque unité, comment que ça marche. On n'a jamais eu autant de points de contrôle. Puis là, on va juste te dire si ça marche bien ou pas bien. Tu te déplaceras, venir voir. Mais en même temps, c'est une idée toute simple, mais qui te permet
mais t'en as-tu vraiment besoin? C'était ça la question. À Mont-Laurier, on était comme, oh, mais t'en as-tu vraiment besoin? On va être là pendant 4 mois. Bon, à Saint-Jérôme, c'est un enjeu différent, mais tu sais, quand on va faire des rénovations ponctuelles, ben non, tu sais, c'était ça. T'en as-tu vraiment besoin? Quand c'est du permanent, il y a une façon de penser, mais là, quand t'es dans du temporaire, on peut-tu y aller? Puis finalement, regarde, si jamais on faisait les travaux dans l'établissement, là, vous, le SFIM, malheureusement, vous seriez beaucoup plus sollicité parce que à tous les jours, il y aurait un tuyau d'eau qu'il faut qu'il vienne fermer, il y aurait une nouvelle fermeture planifiée à planifier avec vous. Fait que, tu sais, ces défis-là, dans un bâtiment existant, quand on fait des travaux, le SFIM sont toujours en demande. Là, ça les occupe. On est tout le temps en train de les appeler. On n'a pas le choix. Il faut qu'on se coordonne avec eux. Fait qu'on va simplifier votre travail en envoyant ça externe, mais tu sais, peut-être qu'à la place d'avoir toute l'info sur votre ordinateur, il va falloir que s'il se passe de quoi, vous ayez prendre une marche. Ça va peut-être arriver 2-3 fois dans les. Mais tu sais, ça vaut la peine. Là. C'est ça. Si on regarde. Vous avez battu tout ce qui était pas pensable d'être battu. Les projets, maintenant, vous avez réalisé quelque chose qui se faisait pas. Là, puis dans les conditions, actuellement, on a un manque de main-d'œuvre. Juste vous deux là, en ingénierie, là, je suis pas mal sûr, c'est pas mal. On a vu tantôt les autres firmes de génie, vous n'avez pas de surplus de personnel. Là. Non, c'est pas un secret pour personne dans l'industrie présentement. Toutes les firmes vivent les mêmes enjeux de personnel. C'est de comment recruter des bonnes personnes, comment les garder, puis s'assurer qu'ils soient contents de faire un bon travail. Avoir des projets d'exception comme celui-là, ça garde notre monde allumé, ça les garde contents, puis on vient leur apprendre une façon de travailler différente. Quelque chose qui est bon, je trouve, chez nous, c'est qu'on ne surspécialise pas notre monde en début de carrière. Alex parlait du CPI qui a fait la job avec lui. Ben après ça, il va faire un projet d'école, il va faire une tour à condo, il va en essayer une coupe. Puis là, comme Alex a peut-être 12-15 ans d'expérience, ben il va dire « Moi, c'est ça que j'aime ». Ça nous prend des directeurs de projet qui sont bien spécialisés dans quelque chose, mais il faut qu'on laisse nos jeunes s'épanouir et découvrir tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur de notre boîte. Fait qu'en les surspécialisant pas trop vite, ben ça nous permet de le faire puis de voir différents types de projets puis de types de clientèle aussi. C'est pas toute la même façon de travailler. Là. Puis l'autre enjeu que je vois de votre bord, c'est un projet d'innovation de même. Je pense tout le temps, des fois, aux chercheurs qui partent. Ils ont comme un budget de 200 000, puis là, ils partent rechercher. Puis ils cherchent la bonne affaire. Quand tu arrives dans un projet d'innovation, oui, des salles de stérilisation, il y a une expérience là-dedans, mais tu arrives, c'est quand même, excuse-moi le terme, là, Pierre Sam, mais il fallait des couilles pour embarquer là-dedans. Parce que tu sais pas, ça peut être mangeur d'argent. C'est sûr, c'est ça le budget. Là, c'est ça le défi. On reste une compagnie privée. Le but, c'est de faire des profits, mais de faire de l'innovation aussi. Travaillez pas pour la cause. Non, mais oui, mais il faut être honnête aussi. Puis c'est de trouver l'équilibre là-dedans entre l'innovation et la production. On pourrait honnêtement sortir une fois et demie plus d'ouvrages, puis accepter plus de contrats, puis les garrocher plus si on prend l'expression, mais c'est pas ça qu'on veut faire comme ingénierie. On aime mieux prendre moins de projets, puis ça c'est vrai pour nous. Pis la quantité de projets présentement disponibles sur le marché est astronomique, puis il n'y a pas assez de firmes, il n'y a pas assez d'ingénieurs au Québec pour livrer tous les projets qui sont dans les papiers du gouvernement, juste au niveau public. Fait que quand le privé embarque aussi, il y a beaucoup de projets, donc c'est voir la quantité qu'on est capable d'absorber, puis de pas dire oui à n'importe quoi, de pouvoir se concentrer sur des projets intéressants, de faire de la belle ingénierie, puis de sortir grandi de ça. Là. Ouais, ben c'est comme ça que ça vous permet ça vous permet de vous démarquer, parce que si les personnes refont tout le temps j'aime jamais dire ça, du copy-paste, là, mais du copier-coller en ingénierie, ça existe pas, mais ça existe, là, tous des projets qui se ressemblent, un moment donné, ton monde, ça tanne, là. Imagine que tu fais du copier-coller, puis le monde... non, mais il
T'arrêtes de penser. Ben, Quand tu fais comme ça, tu grandis plus, mais aussi t'arrêtes de penser à pourquoi tu fais ça, c'est quoi, d'où est-ce que ça vient. C'est pour ça un peu aussi qu'on aime que nos jeunes les impliquer dans différentes voies. Puis un jeune qui sort de l'école, ça pose beaucoup de questions, mais ça te remet en question aussi, puis ça te permet de toi-même dire, OK, c'est quoi la vraie raison pourquoi que je fais ça? C'est vraiment facile de prendre des raccourcis, tu sais, quand on n'a pas beaucoup de temps, on a une quantité d'honoraires, tu sais, on veut produire, on veut être en avant, puis c'est facile de prendre des raccourcis, mais nous, on a tout le temps des nouveaux jeunes. Tu sais, on est en croissance, on a une belle croissance organique présentement, mais ça fait que ces jeunes-là nous apportent quelque chose. En reposant ces questions-là, revenant à la base, en allant refouiller dans le code, tu sais, moi, je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de répondre à une question d'un jeune. Je vais y aller avec lui, puis je vais l'accompagner. Je vais ouvrir le code avec lui. Puis, bon, 90% du temps, c'est exactement qu'est-ce qu'on avait en tête. Mais il reste un 10% parce que tu es surpris. Tu te dis, hey, c'est pas formulé exactement comme je l'avais. Finalement, il y avait peut-être une petite ouverture de faire ça autrement. Puis c'est ça qui est le fun d'être une gang multidisciplinaire au bureau. On a le droit de ne pas être expert dans tous les domaines. Alex et moi, on est ingénieur mécanique, mais si on regarde un de nos partenaires en infrastructure ou en structure, on a le droit de demander pourquoi 6 fois il fait ça de même. T'sais, on n'est pas supposé connaître ça, puis eux, ils font la même chose avec nous, puis ça nous remet en question continuellement. Puis comme on disait tantôt, là, ramener ça à la plus simple expression, on fait ça de même parce qu'on fait ça de même depuis 15 ans. C'est pas une bonne réponse. On revient à la base, puis ça nous fait réfléchir. T'sais. Ouais, ben, c'est jamais une bonne réponse. Là. Moi, je pense que vous avez tous des enfants, là, ou il y en a qui sont partis de la maison, mais tu sais, quand les enfants ils te font « Ouais, mais pourquoi ça? » Pour de vrai, ça nous fait réfléchir beaucoup. Puis des fois, je vois comme des nouveaux employés, autant nous autres en représentation, des fois, la personne me dit « Ouais, mais ça, pourquoi tu fais ça de même? » Puis là, je suis comme « Ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être penser de pourquoi qu'on le fait de même, parce que comme on le dit, des fois, c'est les solutions, on les a pris pour acquis. Il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là un moment donné, puis on l'applique à toutes les sauces, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est le fun aussi d'avoir un client compétent. Là, on dit des jeunes, mais dans le fond, il y a peut-être un côté spécial dans ce projet-là d'avoir un client comme Mario Desroches, qui est ingénieur, qui a travaillé dans le génie conseil avant, qui connaissait notre réalité, mais qui est vraiment un ingénieur concepteur. Ça permet une dynamique un peu différente que quand on est le seul expert en... Tu sais, souvent, tu arrives à une table et, bon, ton client... Bon, peut-être qu'il est architecte, peut-être qu'il est ingénieur, mais tu sais, lui, son travail, c'est chargé de projet, puis sa formation, c'est chargé de projet. Il n'a jamais été concepteur, tu sais, en mécanique du moins. Nous, on arrivait dans un projet, ça faisait vraiment une dynamique différente d'avoir un client qui est concepteur mécanique, qui a déjà été dans tes souliers, d'arriver chez un client. Fait que là, honnêtement, ça faisait une dynamique intéressante parce que, bon, faut que tu te prépares une coche de plus parce qu'il arriver avec des questions bien précises. Fait que là, t'es vraiment préparé, mais ça te challengeait dans un projet comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est un gros plus-value. Puis quand les organismes publics qui sont assez gros pour avoir des gens, des conseillers cadres qui sont spécialisés puis qui ont un background en mécanique, en électricité, en architecture, ben, je pense que ça rajoute vraiment quelque chose au projet. Ben, je pense que oui, mais je m'implique beaucoup dans mes projets. Avant, je disais j'avais mon équipe d'ingénierie. Maintenant, je dis j'ai mes équipes parce qu'on engage près d'une quinzaine de firmes de génie conseil dans le CIS. Puis c'est plus fort que moi, je regarde beaucoup les concepts de très près avec mes consultants, j'ai challenge beaucoup, puis pour qu'en bout de ligne, qu'on se comprenne bien, puis que je sois à l'aise avec la conception qui est en cours, pour que ça réponde à la vision que j'ai finalement. Mais tout le monde est gagnant de ça. Tout à fait. Tu sais, si tu donnes une tâche à quelqu'un, puis l'exécute, puis personne ne le challenge, c'est bien rare que le niveau va augmenter. Versus quand c'est challengé, le monde commence à réfléchir à comment ils font les choses, puis c'est là que tu step up. Ah, tout à fait. Demande à tes enfants de faire son lit, puis vérifie-les jamais. Les 3 premiers jours, il va le faire. Après ça, il va le botcher une fois ou deux, puis après ça, une fois bu. C'est un peu la même chose avec les professionnels, puis autant aussi avec les clients. Là. Oui. Mais il y a aussi comme la vision plus globale, parce que surtout dans ces projets-là, on est souvent appelé à faire quelque chose de très précis dans l'établissement. On va réaménager l'URDM, on va upgrader la chaudière. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est là et qui a vraiment la vue globale. Non, mais notre plan directeur, si on veut, pour ce réseau-là, moi,
bon, je sais pas qu'il avait le temps d'y penser, mais il a pris le temps d'y penser. Il dit, voici notre plan directeur, comment qu'on s'oriente. Nous aussi, ça nous aide. Là. Il y a des données qu'on n'a pas, là, parce que nous, on n'est pas dans cet établissement, on n'est pas à temps plein dans cet hôpital-là ou dans ce réseau-là. Fait que ça nous aide de dire, hey, dans le 6 des Laurentides, c'est comme ça, parce que c'est ça la vision. Puis ça... Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est important d'avoir cette vision-là parce que ça donne une ligne directrice à ce qu'on fait pour pas se contredire d'un projet à l'autre, hein, puis que tous les projets aient une tendance à aller dans une même direction qui, plus souvent qu'autrement, va s'attacher avec la lutte au changement climatique en bout de ligne. Tu sais, ça vient s'attacher avec des visions beaucoup plus larges. C'est-à-dire, on offre des soins, mais en même temps, on se décarbonise, on fait ce qu'il faut pour arriver au bon endroit. Là. Ouais, ça... C'est omniprésent toujours. On avait... Puis, tu sais, moi, je suis pour... juste avant qu'il y en a qui disent... ouais, tu challenges le développement durable, mais, tu sais, le développement durable a apporté des restrictions plus sévères dans certains projets, que je crois que c'est nécessaire, mais il y en a qui doivent trouver ça, tu sais, justement, tu sais, penser à une unité comme celui-là, tu sais, que... Là, il y a tout le volet environnemental, mais ça doit rajouter quand même de l'ouvrage là, à revoir toute notre façon de faire pour justement être en lien avec le développement durable en ligne. Tout à fait, tout à fait. Et dépendamment du point de vue d'où on se place, le financier, ça peut être intéressant sur le long terme, mais à court terme, ça demande des dollars. Non. Donc, un questionnement qui est sain, qui est correct, qui doit être fait. D'un point de vue ingénierie, plus que c'est vétus, plus qu'on part de loin, plus que ça devient un défi ou une opportunité d'appliquer les meilleures façons de faire en date d'aujourd'hui. Ouais. Ce qu'on faisait il y a quelques années, lorsque j'ai débuté, on ne le fait plus aujourd'hui. On aurait tout mis au mazout, on ne se serait pas posé beaucoup de questions. Puis aujourd'hui, on sort le mazout pour aller vers des énergies vertes, pour aller ailleurs. Donc, il y a tout ce courant social-là, courant de pensée nécessaire, qui doit être pris en compte de façon générale dans tout ce qu'on fait. Penses-tu que ça va être le plus gros défi des 15-20 prochaines années? En ingénierie, sûrement une bonne partie. C'est un des principaux défis, c'est clair. La lutte au changement climatique, c'est un sujet très sérieux. Oui, non, j'ai quelques podcasts qui s'en viennent sur le sujet, là, justement, que, tu sais, au début, tu sais, peut-être une dizaine d'années, je vais dire plus dizaine d'années, c'était comme trendy de dire qu'on faisait des bâtiments LEED. Tu sais, aujourd'hui, ceux qui ont emboîté le pas, puis, tu sais, maintenant, c'est les normes. Je me souviens des premières fois qu'ils ont changé le code modèle de l'énergie. Puis là, tout le monde était comme jamais ça va. Puis aujourd'hui, ils changent, puis c'est comme. Tout le monde fait comme OK, ouais, ben nous autres, on était déjà là. 30%, on était déjà. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça va être un beau challenge. Tout à fait. La réutilisation justement, de pouvoir promener ça d'une place à l'autre. J'ose espérer que, justement, des cas comme les IRM, peut-être qu'on verra un jour des salles d'opération mobiles. Ça serait une très belle idée. Puis en même temps, ça rajouterait une belle flexibilité à notre société. Oui. On en a parlé, l'exode des gens vers le rural, des hôpitaux comme... Moi, je me souviens, une année, il y avait trop de monde à Montréal. Pour une opération que j'avais à un genou, je suis descendu à Rivière-Rouge me faire opérer, puis en 24 heures, j'étais opéré. Là. Mais là, vous vivez ça avec la pandémie, ça a bougé là-bas. Je pense que c'est un gros défi que vous avez pour vos installations d'accueillir, de pouvoir accueillir. En fait, j'aime jamais dire accueillir parce que je veux que le minimum de personnes qui aillent à l'hôpital, mais vous devez accueillir une clientèle beaucoup plus massive que précédemment, là, dans les années précédentes. Là. Absolument. Absolument. Puis c'est ce qui crée beaucoup de pression puis beaucoup de projets. Puis pour lequel nous aussi, le manque de main-d'œuvre devient un élément important, là. De venir à bout de réaliser tous ces projets-là. Il y a la question budgétaire également, qu'il faut toujours venir à bout de solutionner en cours de route également. Là. Mais c'est tous des enjeux, c'est tous des défis. Ça se fait. C'est quoi vous êtes le plus fier là-dedans? Parce que c'est beau, on gagne des prix,
on gagne, on réussit à faire des choses qui se faisaient pas, mais tu sais, on trouve toute une certaine fierté là-dedans. C'est quoi, Mario, tout ton bord? La réalisation de soi, je dirais, d'un côté. Je suis très fier de ma DST qui ose prendre ou permettre des initiatives de la sorte. C'en est une, mais il y a plusieurs autres initiatives qu'on a faites au CIS des Laurentides qui ne sont pas nécessairement nommées ou mises sous les projecteurs, là, mais je suis dans une équipe là, qui a beaucoup d'ouverture d'esprit et qui permet l'innovation. Ah, ça, c'est génial. Ça, je pense que ça va nous aider en tant que société à pouvoir amener ça plus loin. Là. Toi, Alex? Premièrement, je suis fier de la collaboration qu'on a eue avec le CIS. Toute la dynamique qui s'est créée dans le projet. On a eu beaucoup d'échanges pour pouvoir arriver à la meilleure solution qu'on a aujourd'hui. Je suis content de comment le déménagement s'est passé. On a été agréablement surpris, entre guillemets. Là, là, on est en train de rebrancher, mais le débranchement, le déménagement, puis tout, ça a fonctionné. Là, on est rendu là... on a eu une petite peur, quand on disait que c'était un projet tellement innovant que le premier entrepreneur, ben là, lui, il avait jamais déménagé ça, fait que ça fonctionnait pas. On était comme, OK, notre concept, mais là, après ça, y aller avec les 4 appels d'offres qu'on a fait. Encore là, le 6 a continué de dire, non, moi, j'y crois, ça fonctionne, qu'est-ce que vous avez fait? On remet pas en question nos professionnels, on croit en vous, puis on va juste aller avec une autre méthode. C'est pas, c'est le fun d'avoir cette dynamique-là avec un client qui dit, hey, mon premier réflexe, c'est pas de dire que hey, t'étais dans l'erreur, finalement ça coûte trop cher de déménager ça à ta façon. C'est de dire non, on y croit, moi j'y crois, je crois en vous, je crois en l'idée qu'on a eue, puis on continue, on va changer la méthode. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé. Puis moi, c'est ça que je suis fier, là, que cette dynamique-là soit restée jusqu'à la fin. Tout le monde a continué de croire dans le projet, puis de faire les gestes qui devaient être faits. Avec les approvisionnements, avec toutes les... Il y a des règles très strictes d'approvisionnement. Fait que pour pouvoir dire, OK, c'est quoi la bonne façon de faire ce projet-là en 4 lots pour que le projet fonctionne, pour que ça coûte moins cher à la fin. Le but, c'est ça, là, c'est que ça soit le moins dispendieux possible, mais qu'on respecte toutes ces règles-là. Ben c'est ça que je suis content. Là. On dit, OK, on va travailler un peu plus fort, mais on va la trouver la bonne solution. Puis c'est vrai, il fonctionne, le projet. L'innovation ne peut pas se faire dans un esprit rigide. On part avec une idée, mais il faut toujours garder la flexibilité de l'ajuster au fur et à mesure que l'innovation progresse. Wow! My God! Ça serait le fun que tout le monde pense de même. De vrai, tu sais, c'est... T'sais, vous avez de quoi être fiers, les gars. C'est une chance qu'on a d'avoir des clients qui embarquent dans des projets de même. C'est le fun d'être partie prenante de ça aussi. Là. Ouais, non, mais... Je vous le dis, il y a de quoi être fier parce que c'est un beau succès d'ingénierie, oui, mais aussi d'un modèle, je ne veux pas retourner ça à business, mais un modèle d'affaires qui fonctionne. Mm-hmm. Tu sais, vous avez innové, vous avez dépassé ce qui se faisait, vous avez créé des choses qui n'existaient pas. Puis tu sais, à partir d'une idée, que maintenant, on a fait « faut think outside the box », puis vous l'avez arrivé. Puis, tu sais, on voit je suis certain que les auditeurs vont le voir, tu sais, la dynamique que vous avez, les trois, puis, tu sais, je suis pas mal sûr que vos équipes qui ont été impliquées dessus devaient avoir la même dynamique. Puis, tu sais, c'est le fun à voir, tu sais, on est dans un air où il y a énormément de pression sur le milieu de la santé, où la rapidité d'exécution, tu sais, il te donne un mandat, c'est du pour hier, où les résultats ont jamais été aussi... Les résultats attendus ont jamais été aussi élevés par la société. Puis, tu sais, vous avez réussi, là, tu sais. Puis là, tu sais, il y a le déménagement qui n'est pas 100% terminé, mais pour ceux qui pensent que ça ne marchera pas, dormir tranquille, là, ça va arriver. Puis, connaissant les gars, ça va arriver. Fait que, les gars, moi, je peux juste vous dire... Merci beaucoup en tant que chaque intervenant sur ce projet-là, d'avoir fait arriver ça, parce que je pense que vous avez permis de dépasser les limites puis de montrer aux gens que pas parce qu'on a un projet qui est complexe, qui est innovant, que ça peut pas se faire dans le milieu public. Là. Vous êtes un exemple, puis la remise des prix, tout est beau, mais
Ben, c'est le travail qui est en arrière. C'est le travail qui est en arrière. Ça, c'est l'accomplissement. Évidemment, c'est le fun d'être reconnu par l'industrie puis de gagner ce genre de choses-là. On se mentira pas, là, on en est fiers. Personne qui fait « c'est trop pour moi ». Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est le fun qu'il y ait des plateformes pour parler de ces projets-là puis pousser les gens puis de travailler avec des clients qui nous poussent à faire ce genre de mandat-là aussi, c'est vraiment valorisant puis ça nous garde réveillés. Tu le dis, il y a tellement de pression dans le milieu de tout ce qui est autour de la construction présentement, puis tu as raison, là. Chaque fois qu'on gagne un mandat, les plans étaient dus pour la semaine d'avant, mais de réussir à le faire dans la bonne humeur, tu sais, Mario, je l'ai entendu dire, moi je travaille pas, je m'en vais m'amuser, tu sais, c'est ça qu'il faut, là, c'est ce genre d'ambiance-là qu'il faut créer, puis quand tu vas à la job avoir du fun, c'est pas mal moins pénible. Ouais. Faut être passionné. Ouais. C'est ça qui est le mot. Vous êtes 3 passionnés. Je connais une partie de vos équipes. C'est des passionnés. Là, j'ai vécu des projets où il y avait des fois, ça ne marchait pas parfaitement, mais on a réussi à les faire fonctionner. Puis ça a été numéro 1. Fait que, regardez, les gars, ça fait déjà... on est arrivé à la fin du podcast. Juste vous dire un gros merci d'être venu. Je sais que c'est jamais évident. Moi, c'est comme magique. Là, on a le client, les ingénieurs, les professionnels, les gestionnaires. Les gars, c'est comme... Moi, ça peut pas être plus beau... plus beau que ça. Puis j'aime beaucoup voir vos points de vue, de rester positif malgré la pression qu'il y a actuellement. Puis de voir que c'est possible. Tout ça est possible. Tout à fait. Un énorme merci. J'aimerais ça remercier, tantôt j'ai oublié de la faire dans l'épisode 1, mais j'aimerais ça remercier une couple de personnes qui prennent en charge le podcast first. J'aimerais remercier Nicole qui est au studio SF qui s'occupe de nous autres. Gros merci encore une fois. J'aimerais remercier Nick, Fred, Pierre pour l'opportunité que vous nous donnez. Moi, je viens ici, c'est un rendez-vous chez le psy pour moi. Venez jaser, c'est rafraîchissant, j'aime ça. Puis c'est différent. Antonella, Mylène, Diane, merci beaucoup, mesdames, de supporter le podcast puis de s'occuper que ça soit partout sur les réseaux sociaux. Je serais prêt de faire ça. Puis pour les auditeurs, un énorme merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que ça vous a plu. On va en avoir d'autres. Il y en a d'autres qui sont prévus. Podcasts comme ça qu'on va venir inclure tous les intervenants pour venir parler des projets. Puis ça fait un beau success story. Fait que... Merci, messieurs. Merci à vous. Merci. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec un autre podcast. Merci, puis à la semaine prochaine.